Professeur Mandy, l'Iran, je le connais depuis la Révolution. Et depuis ce moment-là, il y a toujours eu, dans l'esprit des décideurs iraniens, cette idée que les États-Unis allaient finir par attaquer. Tôt ou tard, ils allaient frapper l'Iran. C'était une conviction constante, liée à l'identité même de la Révolution. Elle était anti-impérialiste, opposée à l'influence américaine, à la pression des États-Unis dans la région, à leur domination. Ils ne voulaient pas de ça. Et donc, cette idée revenait sans cesse. La guerre allait finir par arriver. Mais la façon dont les États-Unis ont commencé cette guerre a été vraiment choquante, parce que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé qu'ils commenceraient par l'assassinat du guide suprême, puis par celui de ses enfants dans l'école primaire de Minab. Pour le peuple iranien, ça a été un choc immense. Et aujourd'hui encore, la situation est ce qu'elle est, parce que, d'après ce que j'ai compris, ils pensaient que tout se passerait sur le champ de bataille, que ce seraient deux armées qui s'affronteraient face à face, pas des assassinats, pas cette manière de faire la guerre qu'on associe à Israël. Je crois que ça a été un choc très profond pour les Iraniens. Oui, enfin, même sur un plan un peu, je m'égare, mais même, je suis pas vraiment le football, voire pas du tout. Mais toute cette histoire, cet épisode où Trump a forcé la FIFA à autoriser un joueur américain, pourtant suspendu pour le match contre la Belgique, a joué quand même. C'est très symbolique du comportement des États-Unis en général. Trump est plus grossier que les présidents américains précédents, mais les États-Unis se considèrent au-dessus des lois, avec des privilèges spéciaux. Ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et parce qu'ils se voient comme exceptionnels, et c'est vrai dans tout l'Occident quand il s'agit des États-Unis, ils s'imaginent avoir l'autorité morale pour massacrer des enfants, pour détruire la vie de millions de personnes, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Libye ou ailleurs. C'est les États-Unis. Et donc, voilà comment ils traitent le reste du monde. Les Iraniens ont toujours eu ce sentiment, ou du moins, les élites en Iran pensaient qu'il y aurait, tôt ou tard, une guerre. Maintenant, tout le monde ne croyait pas ça. Je pense que la faction libérale, au sein de l'élite politique iranienne, pensait qu'elle pouvait trouver une sorte d'accord avec les États-Unis et que si on les traitait différemment, ils nous laisseraient tranquilles. Évidemment, c'était naïf, et ça n'a pas marché. En fait, beaucoup d'entre eux ont fait évoluer leur point de vue. Il y a quelques semaines, je crois j'ai dit ailleurs que c'était passé à la télévision iranienne. Je l'ai vu en ligne, donc je ne suis pas sûr que ça vienne d'une chaîne de télévision iranienne ou d'un de ces programmes iraniens sur Internet. Mais l'un des réformistes, le chef d'un des partis politiques réformistes en Iran, était invité dans l'émission. Et il a dit que l'ayatollah Khamenei avait eu raison de construire ses bases de missiles souterraines et de développer la technologie des missiles et des drones iraniens. Il a ajouté que si c'était eux qui dirigeaient, si c'était eux qui contrôlaient les forces armées, l'Iran se serait déjà effondré. C'est ce qu'il disait. Il reconnaissait qu'il s'était trompé. Et tu te souviens aussi bien que moi qu'en Iran, depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup de critiques contre l'ayatollah Khamenei à propos du programme de drones du pays. Ils se moquaient, enfin je veux dire, l'Occident se moquait des drones iraniens. À l'époque, l'Iran, je crois, était le seul pays qui vraiment, enfin je ne suis pas sûr que ce soit le seul, mais c'est le seul dont je me souvienne, qui développait sérieusement des drones. Et on se moquait de ces drones iraniens, jusqu'à ce que, bien sûr, la guerre en Ukraine commence et que les Russes se mettent à utiliser des drones iraniens. On se moquait aussi du programme de missiles iranien. On le critiquait. Et beaucoup de gens en Iran, des responsables politiques, des membres du gouvernement, même dans différentes administrations,
critiquait l'argent dépensé pour les bases souterraines, pour le programme de drones, pour le programme de missiles. Et en fin de compte, il critiquait l'ayatollah Khamenei pour tout ça. Même si les dépenses militaires de l'Iran sont bien plus faibles que celles des autres pays de la région, vraiment beaucoup plus faibles. Oui, beaucoup plus faibles. Et au lieu d'acheter des tonnes d'avions de chasse à l'étranger, des appareils très coûteux, ils ont choisi de développer une stratégie militaire moins chère, plus locale. Ils ont investi dans la technologie et au final, ça a porté ses fruits. Parce que les Iraniens savaient que même s'ils avaient acheté, disons, 200 avions ou 150, peu importe, très cher, les Américains auraient quand même eu une puissance de feu supérieure. Et ils n'auraient pas pu gagner la guerre de cette façon. Ils se sont vraiment demandé comment peut-on mener une guerre contre les Américains et la gagner. Et cette stratégie, elle est suivie plus ou moins depuis des décennies. Après l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, elle s'est encore renforcée. Aujourd'hui, beaucoup reconnaissent que la stratégie militaire de l'ayatollah Khamenei, parce que c'est bien la sienne, c'est lui qui l'a dirigée pendant toutes ces années, était brillante. Et même s'il a été personnellement visé, même si beaucoup de commandants ont été martyrisés pendant la guerre de l'an dernier et celle de cette année, le pays a gagné la guerre. Et ce n'était pas seulement une question de survie. Pendant le conflit, beaucoup disaient, si l'Iran parvient simplement à survivre. Dès la première semaine, certains pensaient que l'Iran allait s'effondrer. Mais en dehors du pays, beaucoup d'entre nous ne voyaient pas les choses comme ça. Moi, j'ai été convaincu que l'Iran allait gagner. Beaucoup d'autres étaient confiants aussi. Peut-être pas au point de croire vraiment à une victoire, mais on était confiants. Beaucoup pensaient pourtant que l'Iran serait vaincu. Puis, petit à petit, après une semaine environ, en voyant que l'Iran ne cédait pas, ils se sont dit, bon, si l'Iran parvient simplement à tenir, ce sera déjà une victoire. Mais l'Iran a fait bien plus que simplement survivre. Vers la fin, il frappait des bases américaines, des actifs du régime israélien, et aussi les régimes qui soutenaient les États-Unis dans la région en guerre. Donc, il a été finalement confirmé dans ses choix, malgré toutes les critiques en Iran, surtout de la part des libéraux. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux le reconnaissent maintenant. Ce que les États-Unis ont fait, en réalité, c'est contribuer à démolir la vision du monde de nombreux libéraux iraniens. Ceux qui pensaient que si nous adoptions une attitude différente envers les États-Unis, alors les États-Unis se comporteraient de manière plus raisonnable envers l'Iran. Les gens ne pensent plus du tout comme ça aujourd'hui. Je pense que son rôle dans ce qu'est l'Iran aujourd'hui, sur le plan économique, militaire, stratégique, régional et géopolitique, est vraiment déterminant. Je me souviens que pendant les négociations, certains disaient qu'on pourrait peut-être discuter du programme de missiles iranien, qu'on pourrait faire quelque chose à ce sujet. Mais lui, il a dit non, ça n'arrivera pas, c'est la ligne rouge. À mon avis, son rôle dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui s'est passé pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis est essentiel, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi à travers les institutions qu'il a mises en place au fil des années. Vous savez, ce genre de système de commandement à plusieurs niveaux qu'il a mis en place a fini par mener au résultat qu'on voit aujourd'hui avec la guerre. Vous éliminez les commandants, le guide suprême, et pourtant le système ne s'effondre pas parce qu'il continue de fonctionner. Le système est structuré en plusieurs couches et d'une certaine manière, il peut se reproduire. Le système peut se régénérer tout seul. C'est à mon avis le fruit de sa direction. Parce que, juste après la Révolution, il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak, et après la guerre, le premier guide suprême d'Iran est décédé. Donc il a commencé avec d'énormes difficultés,
sur le plan intérieur, géopolitique, économique, et aujourd'hui ce qu'il a réussi à livrer au peuple iranien, à l'histoire iranienne, c'est tout simplement incroyable. Et vous savez, si on regarde la situation en Iran aujourd'hui, on vit sous des sanctions de pression maximale depuis des décennies. On a traversé 2 guerres rien que l'année dernière. Une grande partie des infrastructures a été détruite ou endommagée. Et on a subi un blocus, je dirais, pendant 2 ou 3 mois sur tous nos ports. Donc forcément, l'économie a été durement touchée pendant cette période. Les gens qui sont venus à ces funérailles, beaucoup d'entre eux viennent des milieux défavorisés, de la classe ouvrière, ceux qui souffrent le plus à cause de ces guerres. Et vous le savez aussi bien que moi, aller à ces funérailles, ça prend toute la journée, juste le trajet aller-retour. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dû dormir quelques heures. J'étais complètement épuisé. Je ne suis plus tout jeune, mais quand même, il m'a fallu presque 3 heures, rien que pour y aller. Je ne me souviens plus combien de temps il m'a fallu pour revenir, mais j'y suis resté. Je sais pas, on a marché plusieurs heures, depuis près de la rue Engelab jusqu'à la place Azadi, puis retour à la place Engelab. C'était long, vraiment plusieurs kilomètres. Mais certains ont marché depuis la place Imam Hossein. Désolé, votre public ne voit peut-être pas de quoi je parle. Mais eux, ils ont marché bien plus que moi. Les rues de Téhéran étaient déjà pleines à 5 heures du matin. La cérémonie n'a même pas commencé avant 8 heures à peu près. Donc, beaucoup de ces gens, comme je le disais, c'était des familles ouvrières, des gens modestes, qui ont déjà assez de difficultés à gérer. Et pourtant, ils ont pris tout ce temps pour venir. Et ça, c'est parce que lui, selon la tradition islamique, et plus particulièrement chiite, soutenait les opprimés, ceux qui étaient laissés de côté. L'imam Khomeini était comme ça aussi. Et pendant ces funérailles immenses, on a vu les mêmes choses. Il y avait des gens de tous horizons, mais ceux qui ont vraiment montré le plus de soutien, c'étaient les classes les plus vulnérables de la société. Et bien sûr, sa position à l'échelle mondiale allait dans le même sens. Il a soutenu les mouvements de libération en Afrique australe quand il était président. Il s'est rendu dans les pays de la ligne de front pour les encourager et les aider à soutenir la résistance contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a aussi soutenu Cuba, surtout quand la situation est devenue très difficile après l'effondrement de l'Union soviétique. Le Nicaragua, le Venezuela. Le Venezuela traverse aujourd'hui une période compliquée. J'ai des amis là-bas et c'est vraiment triste. Mais quand les Américains ont commencé à viser leur économie, il y a quelques années, il leur a apporté beaucoup d'aide à un moment où l'Iran subissait les sanctions les plus dures. Je veux dire, les capacités de l'Iran à apporter son aide sont limitées. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est la cause palestinienne, sa sympathie pour le peuple palestinien et son optimisme quant à l'avenir de la Palestine, que tout le monde connaît, je pense. C'était toujours quelqu'un qui, selon sa vision idéologique du monde, soutenait les démunis, les opprimés et les exclus, où qu'ils soient. Et en Iran, malgré toutes les difficultés liées à la guerre, aux sanctions, aux émeutes violentes et aux insurrections armées menées par l'Occident, il a fait de son mieux pour encourager différentes administrations, même quand leur vision du monde divergeait. Certaines étaient libérales, d'autres plutôt de gauche. Il les a tous encouragés à se concentrer sur les personnes privées de leurs droits en Iran, aussi bien dans les moments difficiles que dans les périodes ordinaires. Et c'est en partie pour ça qu'il est si populaire. C'est aussi pour ça que l'Iran est resté si ferme dans son soutien au peuple palestinien. C'est pour ça que des millions de personnes sont descendues dans la rue. Vous le savez aussi bien que moi. Il existe un immense appareil médiatique persan à l'extérieur de l'Iran, entièrement hostile.
financés par des gouvernements occidentaux. Il n'y a rien de comparable pour aucun autre pays, ni pour la Russie, ni pour la Chine. Et la raison, c'est qu'à l'époque, quand la Russie n'était pas encore remontée et que la Chine et la Russie n'étaient pas encore les puissances qu'elles sont aujourd'hui, l'Iran était la cible principale de la haine de l'Occident. Souvenez-vous de l'axe du mal et tout ce qui allait avec. À cette époque, ils finançaient tous ces médias en persan. Et tout le temps, ils disaient « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour soutenir les Palestiniens? Pourquoi donnez-vous de l'argent à ces Arabes ?» Ces médias persans, vous les connaissez, ils sont très racistes, très anti-musulmans, vraiment horribles. Et ils répétaient sans arrêt aux Iraniens « Ces Arabes vous détestent, ces Palestiniens sunnites vous détestent, ils détestent les chiites. Ils pensent que vous n'êtes pas musulmans, que vous êtes leurs ennemis. » Cette propagande leur était servie en continu pour semer la discorde en Iran, pour créer une fracture entre la population, l'ayatollah Khamenei et ceux qui soutiennent la cause palestinienne. Ils font ça depuis des décennies, mais sans aucun résultat. Et on l'a bien vu pendant les funérailles. Toutes ces conspirations contre le pays, toutes ces tentatives pour affaiblir la popularité de la révolution, de la République islamique, pour saper son soutien aux organisations et aux groupes de résistance, pour marginaliser les plus démunis, tout cela n'a mené à rien. Il suffit de regarder les images. Tout cet argent dépensé, ces milliards de dollars, toutes ces sanctions, toutes ces guerres. Et ça en dit long, non seulement sur l'ayatollah Khamenei et sur sa direction, mais aussi sur le peuple iranien. Comment l'Iran voit-il la région? On a vu l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays venir aux funérailles. Et je pense qu'après tout, la relation ou le partenariat, je ne sais pas si on peut vraiment parler de partenariat, la relation entre l'Iran et les pays du CCG entre dans une nouvelle phase, une sorte de nouvelle ère. Mais dans cette nouvelle ère qui est imposée par les conséquences de la guerre, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Parce que cette guerre, elle a bien eu lieu entre l'Iran et les États-Unis. Les pays du CCG y ont participé, en aidant les États-Unis dans leur attaque contre l'Iran. Et ensuite, on voit l'Iran sortir de cette guerre en forçant d'une certaine manière les États-Unis à quitter la région. Les attaques contre les bases américaines dans le CCG, c'était énorme. Regardez les conséquences de la guerre pour le peuple iranien, pour l'armée iranienne, pour les gardiens de la révolution. Et ces gens-là observent ce qui se passe dans les pays du Golfe. Ils regardent, par exemple, ce qui concerne leur sécurité dans la région. Ils ont une décision très importante à prendre. Alors, comment voyez-vous cette décision de leur part? Est-ce qu'ils vont tirer les leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ou bien vont-ils continuer sur la même voie qu'avant le début de cette guerre? Quelle est la compréhension, la perception du côté iranien face aux discussions en cours entre les deux parties, les Iraniens et les pays du Golfe? C'est difficile à dire. Je veux dire, ces pays sont dirigés par des dictatures familiales et ils sont liés à l'Occident. Et je pense que, enfin, tous leurs enfants, leurs parents, sont allés étudier en Occident. Ils vont en Occident pour les vacances. Leur argent est investi là-bas. Ils prennent d'énormes richesses de leur propre pays pour eux-mêmes et ils les placent dans les économies occidentales en achetant des palais, des appartements, des villas. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux sont profondément compromis. Les dossiers Epstein montrent bien que la classe Epstein existe dans le Golfe Persique, surtout aux Émirats. Des personnalités de haut niveau liées à Epstein ont été exposées. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres Epstein à différents niveaux. Donc c'est difficile à dire. S'ils sont raisonnables,
il y a une voie possible. Et il y a eu quelques changements, comme on en a parlé tout à l'heure. Ces dernières semaines, quand les Américains violaient le cessez-le-feu et attaquaient l'Iran, les Iraniens ripostaient en frappant des bases américaines dans la région. Et dans les derniers cas, ils n'ont pas frappé de bases en Arabie saoudite, aux Émirats ou au Qatar, mais ils l'ont fait au Koweït et à Bahreïn. Et la dernière fois, ils ont aussi frappé très fort une base américaine en Jordanie, détruisant beaucoup de matériel sur place. Donc il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas bombardé ces autres pays. Il y a donc des signes de progrès. Mais en même temps, la situation reste très compliquée. Vous savez, une grande nouvelle, comme on en a déjà parlé, c'est ce vol de la compagnie iranienne qui s'est rendu au Yémen. Et c'est un événement important. Ce vol a brisé le blocus imposé au Yémen depuis 10 ans. Mais les Saoudiens ont essayé d'empêcher l'avion de passagers iranien d'atterrir. Harceler un avion civil, ce n'est pas rien. Ils ont échoué. Le pilote a fait preuve de courage, il a continué sa route vers l'aéroport et il a atterri. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écart reste immense. Pourtant, il y a un précédent. L'Iran a déjà pardonné à ces régimes par le passé. Dans les années 80, à la demande de l'Occident et des États-Unis, ils ont soutenu l'invasion de l'Iran par Saddam Hussein, alors que l'Occident, et l'Allemagne en particulier, lui fournissaient des armes chimiques. Ils ont financé tout ça, et ils ont aussi financé les forces armées de Saddam, des centaines de milliards de dollars. À l'époque, l'argent valait bien plus qu'aujourd'hui. Mais après la guerre, quand Saddam a envahi l'un de ces pays, le Koweït, ces États ont voulu se rapprocher de l'Iran, et l'Iran leur a pardonné. Dans les années 90, on avait donc des relations plutôt bonnes avec eux, même s'ils avaient contribué à tuer, je ne sais pas combien de personnes exactement ont été martyrisées pendant la guerre contre Saddam. Mais, si on inclut les assassinats commis à travers l'Iran par les moudjahidines du peuple et le soutien au terrorisme dans les zones kurdes, on arrive sans doute à près de 200 000 morts au total, environ 190 000, quelque chose comme ça. Ils étaient donc impliqués, profondément impliqués, tout comme ils le sont dans cette guerre. Mais l'Iran veut un golfe Persique stable. Ils veulent que les pays de la région se rapprochent les uns des autres et ils veulent que les Américains s'en aillent. Donc, s'ils décident de changer de politique, les Iraniens seraient sans aucun doute prêts à aller dans cette direction. Mais encore une fois, beaucoup d'entre eux sont profondément compromis. Et il est difficile de dire ce qui nous attend. Il ne fait cependant aucun doute que les 4 mois et demi, ou à peu près 4 mois, que nous venons de traverser, y compris les funérailles en cours, ont placé l'Iran dans une position bien plus forte. Et je pense que ces funérailles, à elles seules, renforcent le prestige et la puissance de l'Iran d'heure en heure, littéralement.